Yo, c'est bien votre gars Dandy Gale, on est au Super MC Contest, mais le podcast évidemment, merci pour les retours que vous nous avez fait pour le premier épisode, ça fait kiffer, gros big up à mon gars Aladoum, mais là, la personne qu'on reçoit est un griot, un scienceur, un soldat qui a traversé le temps, un grand homme, chorégraphie de la parole, chorégraphie des mots. Mon gars, l'unique est avec nous. Si. Franchement, merci, quel accueil. L'unique. Quel accueil, ouais, c'est... Je suis trop heureux que tu sois là, vraiment. Bah, tu vois, parce que tu représentes le mouvement, t'es là depuis un certain temps, t'es encore là, t'es comme à la double en vrai, tu vois, vous avez traversé le truc chacun à votre manière, et ça c'est cool, c'est énervé. Bon, on va pas faire de sévie, on se connaît aussi. C'est ça. On a grave partagé des aventures, franchement, des anecdotes, t'as peur. Mais moi, ici, l'objectif, c'est de comprendre ce que les open mic, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté en termes d'expérience, en termes d'anecdotes, en termes de retour aujourd'hui, parce que ça y est, maintenant, voilà, t'en as fait beaucoup. J'aimerais que tu nous racontes la première fois que tu as assisté à un open mic, que tu as participé, que tu as vu. Dis-nous les conditions dans lesquelles c'était, où c'était, à quel moment. Je veux tout savoir sur cette première fois. Alors, le open mic dans la forme dont tu l'entends, c'était en 2003, je crois. 2003, septembre 2003, je viens d'avoir mon bac et je reviens en France. Donc, je quitte l'Éthiopie, j'arrive en France. D'accord. Et je peux même te dire la date, je crois qu'on était autour du 17 ou 19 septembre. Ok, la rentrée. Tu vois, et j'arrive, et il y a un festival qui s'appelle le CRJ-Soir. Et moi, j'arrive à ce moment-là. Je viens de l'aéroport, tu vois. Ah ouais. Donc, j'étais chez l'habitant, je trouve l'adresse, je vais poser mes affaires. Hop, je demande à l'habitant, ouais, c'est où? Il m'indique un peu le coin, et je marche, et j'arrive au CRJ-Soir. Mais attends, tu connaissais la ville de Cergy à ce moment-là ou... Je la connaissais que par l'internat, je la connaissais pas en tant que grand, tu vois. Et donc là, je demande à la personne de m'indiquer où ça se passe le CRJ-Soir. Elle me dit, ouais, c'est au parc. Et j'y vais. Ça. J'arrive au parc, et je t'ai dit, mon premier truc, c'est dès que je croise un jeune, où est-ce qu'on rappe ici? Il y a des coins où on rappe et tout. Donc les gens ils me regardaient comme un ouf, tu vois. Genre, ouais, je sais pas, machin. Et là, il y a un gars qui revient, il me dit, non, tu cherches des rappeurs, c'est ça? Je dis, ouais, il y avait des gars qui rappaient ici, mais ils ont bougé. Mais je pense que tu peux les retrouver. Il y a un truc qui s'appelle La Caserne. C'est à Pontoise, ils se retrouvent là-bas les samedis soirs et tout. Et ça rappe, va là-bas. Et voilà, je prends mon courage à deux mains. Je suis un samedi soir, je connais personne. Hein. Je suis dans ma petite chambre à Pontoise, chez l'habitant, Madame Tabuteau, que je salue. Petite chambre de 9 mètres carrés comme ça. Okay. Samedi, je dis, bon, il m'a dit que c'est là, bon, la caserne, c'est en face, il faut que je sorte. Allez, vas-y, mais il m'a dit ça à partir de 22h et tout, mais je connais personne, je vais sortir. Et je sors comme ça à 22h, je vais dans... C'était une caserne à l'époque de pompiers, où il y avait des lotissements donnés à des assos et tout, et j'arrive, donc je cherche le truc, ça s'appelait Nopac. Donc salutations à tout le Nopac. Et j'arrive dans ce lieu, donc je vois Nopac en clignotant, et là, je suis dans un film. Je te jure, je suis dans un film. Parce que j'arrive, la première personne que je vois, c'est une sorte de gars habillé quinri, avec, tu vois, teddy, cuir, mini capuche. Et il range un canoncier dans le coffre d'une caisse et ferme. C'est le premier truc que je vois. Je te jure, c'est un film. C'est la nuit, 22h, avec le Nopac qui clignote. Tu connais personne? Je connais personne. Ok. J'ai dit, Joe, est-ce que je veux vraiment rentrer là-dedans? Mes vieux m'ont pas envoyé ici pour mourir comme ça. Non. Finalement, je passe le truc et là, je rentre. Il y avait Tony Mascotte. Ok. Je ne connaissais pas. Grand danseur, mais moi je ne connaissais pas. Donc je vois un petit, excuse-moi le vieux père, je vois un petit avec des locks qui est dans son coin, qui danse, qui compagnie Franck de Louise. Je dis, mais c'est quoi ce bordel? Je vois des gars, bon, ça roule, tu vois, les trucs. Je vois des gars qui rappent un peu sur scène. Et moi, je suis dans un film, en fait. Parce que c'est la première fois que je découvre la France comme ça. C'est fou, ça. J'ai dit, wow, c'est ça, là, je vais rapper. C'était ta première fois en France? Non, je revenais, mais je revenais en 2003. Donc, moi, j'ai fait la France de 95 à 2000. Ok. Je suis parti et je suis revenu en 2003, juste après le bac. Donc là, je reviens. Donc voilà, donc je découvre cette France adulte. Ouais, voilà. Donc je dis, bon, vas-y, c'est là, hein, je vais prendre le micro, je vais rapper un peu. Donc je rappe. Et à l'époque, j'avais des textes plutôt philosopho-politico, d'un bouc d'Afrique, tu vois, qui rappe ses réalités. Donc en fait, quand je rappe ça en France, dans le contexte que je viens de te décrire, les gens... Tu te sentais décalé ou pas? Oui, c'est même pas je me sentais, on m'a fait comprendre. Tu sais, quand tu commences à rapper, tu vois, tout le monde s'arrête, il regarde, c'est qui ce petit là, tu vois. Mais en même temps, je sens aussi qu'il y a un côté, son phrasé est différent, il y a un petit, tu vois, je sens. Et donc là, refuge, impro, je commence à improviser, tac, et là, il y a un gars qui me regarde, et c'est Manix, que je salue d'ailleurs, qui me voit et à la fin, qui me dit, toi, tu rappes, mais t'es d'où, toi? Je dis, non, je viens d'arriver, et tout, il dit, bon, viens, et tout, et il m'a pris sous son aile. Comment il s'appelle? Manix.
Bambino Blaze. Respect à lui. Big up. Et c'est comme ça. Donc c'est ça vraiment mon premier, on va dire, open mic où je vois des gens différents prendre le micro. Mais c'est ouf parce que, alors, je rétropédale parce que du coup, je comprends que tu rappelles déjà en fait avant d'arriver en open mic. Ouais. T'avais déjà tes textes un petit peu à côté. C'est ça. Tu l'avais fait comment t'es tombé là-dedans Moi, je tombe dans le rap. On a grandi avec le rap, hein. Mais je tombe dedans en 99 parce que je rentre en Côte d'Ivoire et là j'ai mon frère sang comme on dit, hein, mon gars sûr, Rajman, donc Jules à l'époque, c'est moi qui lui ai donné ce blaze. Donc j'arrive là l'été, donc moi je suis le petit Benguis, le mec qui vient de Paname, c'est l'été, j'ai un mois, il faut que je cartonne. Donc à ce moment je faisais du roller, tu vois. Et je dis, je vais leur montrer des figures, les 3-6 et tout. Donc j'ai mes rollers, je suis tout fier. Et lui il me regarde, il dit, Joe, je sais pas ce que tu fais, mais moi je suis dans un truc cette année-là, ça s'appelle le rap. Ok. Et moi, je le regarde, et quand il me dit rap, moi, c'est Warren G, Regulate, Snoop Dogg. Je dis, mais de quoi il me parle? Inatteignable. Tu vois, c'est comme si tu me dis, moi, je vais être Rocky, Terminator. Tu sais, ça n'a aucun sens. De quoi tu me parles? Il dit, non, viens, d'ailleurs, j'ai un de mes vieux pères là, viens, on va aller le voir et tout. Et c'est comme ça que je le suis. Et j'arrive, et là, pour la première fois, je vois un gars en train d'écrire un texte, et moi, ça pète dans ma tête. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Il dit, non, j'ai un peu d'inspi. Il écrivait sur du Mobb Deep. J'oublierai jamais. Il y avait du Mobb Deep qui passait. Tu te rappelles l'instru ou pas? Non, je me rappelle. Mais je sais que c'était Mobb Deep parce qu'il y avait des posters, tu vois. Et il dit, ouais, non, je suis un peu inspiré. J'écris. Et moi, là, ma tête, elle pète. Ce que je me dis, mais il n'est pas à l'école et il écrit. Ouais. C'est quoi ce délire d'écrire quand tu n'es pas à l'école? C'est pas une rédaction, raconter mes vacances en 2 pages, tu vois. Je comprends pas, donc je prends ça. Et il commence à faire un débat... avec mon gars là, Jules, genre non mais FM est plus fort que Manouza, mais non mais tu rigoles, mais Manouza il tue FM, mais tu es malade ou quoi? Et moi je suis assis, je sais même pas de quoi il parle. Ouais. Et là il y a un gars qui rentre, on dit mais voilà c'est FM. Et c'est lui FM dont on parle, ouais bon FM on dit que Manouza te tue. FM il fait mais jamais. Bon allons. Donc on se lève et on va chez Manouza. Donc moi c'est comme ça que je rentre. Donc je suis les gars. Directement commencé par le clash quoi. Mais oui, c'est moi c'est fou, c'est mon truc. Donc je marche. C'est ta première expérience. C'est ma première expérience vraiment. C'est fou. Je marche et c'est un truc de ouf parce que du coup ça va faire le lien après avec ce que je te dis, c'est que là j'arrive et moi à Trècheville, c'est un peu New York dans la manière dont les rues sont faites. C'est des avenues et des rues. Et moi, excuse-moi, Trècheville, c'est quoi? C'est la périphérie. C'est à Abidjan, c'est un quartier. C'est Abidjan, voilà, c'est Abidjan. D'accord. Et en fait, c'est comme à New York, donc t'as les avenues et t'as les rues. D'accord. Et moi, j'étais jamais allé plus loin que l'avenue 4, parce que mon gars Jules, il habitait là, tu vois, j'avais jamais dépassé. Ouais. Et donc là, on marche, donc moi, je compte les avenues, tu vois, d'attaque. Et là, je vois qu'on a dépassé l'avenue 4, 6, on est vers la mosquée, j'entends le minaret de chez moi. Donc là, je me dis, putain, mais on est super loin. J'ai dit, c'est quoi ça, où on va? Ouais. Et finalement, on arrive, c'est un film. Je te jure, c'est un film. Si j'en fais un film, c'est un plan séquence. Raconte, wesh. On arrive, donc on dit, truc, Manouza habite là. Ouais, Manouza, on dit, sa chambre est là. Donc c'est dans une sorte de résidence, en fait. Il y a une cour au milieu, et c'est en immeuble, et t'as des maisons en U, comme ça, tu vois, tout autour. Et toi, vous êtes 3, il y a ton gars FM. FM, c'est pas mon gars, c'est le vieux père de mon gars. Voilà, tu l'accompagnes en tout cas. On les accompagne. Donc on arrive, donc on rentre dans le truc, on dit, ouais, Manouza est là. Donc il y a sa chambre, on frappe. Un film, frérot. Manouza, il ouvre la porte. Ouais. Quand il ouvre la porte, je te jure, un film. Il y a une go qui est couchée sur le lit de dos, avec un string. Oh, wow. J'insiste pas pour dire elle avait un string, mais c'est parce qu'à l'époque, voir une go en string, c'était... Tu voyais ça que dans les clips où il fallait attendre de voir des images de Brésil pour voir des tangles. Tu vois, mais là, je vois ça en vrai. Okay. Elle est de dos et... Tu sais, elle se retourne un peu et elle prend le drap. C'était cinématographique. Et elle se recouche. Vous, la matin, là, tu vois. Et elle dit, il y a un bruit, quoi. Et je dis, c'est ça la vie d'adulte. Ouais, et déjà. Le gars, il sort. Et je te jure, quand il ouvre grand la porte et il a la tête comme ça, je vois l'affiche de Supreme NTM. Tu sais, où il y avait Joy Star derrière avec l'afro, là. Ouais. C'est cette image que je vois. Il est torse nu, en short de basket. Il ouvre la porte comme ça, avec des tatouages, tu sais, les tatouages faits au bled, hein, les tatouages verts, là. C'était un grand, quoi. Et je regarde, je dis, wow, qu'est-ce qui va se passer? Donc mon gars, il dit, non, va, Manouza, non, voilà, il y a FM qui est là, FM dit que lui peut te dire, il est plus fort que toi et tout. Et Manouza, il dit, je vais jamais oublier, il fait, matin, là, ok. Il ferme la porte. Quand il rouvre la porte, il prend une baffe énorme, il la pose. Il prend un gobelet, s'il y avait un seau d'eau, il prend le... Il dit, bon. On est parti. Allons, on fait quoi? Texte, non. Un coup, non. Ouais, c'est parti.
Et là, à ce moment-là, moi et mon gars Jules, on se décale. Et puis, il y a un petit banc en bois là sur le côté. Puis on s'assoit comme des petits comme ça. Et je vois les deux. Et à ce moment-là, il se passe un truc de ouf. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a... Dans ton crâne, ouais. C'était DBZ. Pour la première fois, j'ai vu Son Goku et Vegeta en vrai. Je sens l'aura, l'énergie. Tu sais. Je sais pas, si j'en fais un film, je mettrais des petits cailloux qui volent, qui s'élèvent un peu en l'air et tout. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas ce qui va se passer en fait. Mais... Qu'est-ce qui va... Hop, l'instru démarre. Et c'est Manouza qui commence. Et Manouza, il a un style très... Je te prends, c'est Manouza, je te prends, je t'attrape, et en face, FM, lui, il sort de Sciences Po. Donc, il a des textes, c'est très politique, très Thomas Sankara, Lumumba. Ouais, la France-Afrique qui nous a pillé. Engagé. Donc, j'ai ces deux, et je suis là, je dis, mais c'est incroyable. Et ils font un ping-pong comme ça. Et moi, j'ai dit, mais c'est fou. Et comment ça s'arrête? C'est qu'à un moment, FM, il rappe en anglais. Et là, Manouza, il fait Wu-Tang. Il reprend un texte. Et FM, il dit, ouais, mais est-ce qu'on a dit qu'on ne peut pas rapper les autres textes? Ah, fini. Est-ce que c'est un truc de ouf cette histoire parce que j'ai l'impression que t'es la fusion de FM et Manouza. Exact. Non, mais c'est tu vois, t'es entre politique. C'est un truc de fou que tu me dises parce que justement, il y a quelques années, je me suis vraiment rendu compte de ça. Je me suis dit, mais en fait, de comment j'ai découvert le rap. Il y avait le côté très politique, engagé, bien écrit, entre guillemets. Il y avait l'énergie brute de Manouza. Et puis après, j'ai rencontré FM, Esdin, qui lui a fait de l'impro. Et j'ai découvert que c'était de l'impro. Ah ouais. Je dis, oh, on peut faire ça. C'est-à-dire que j'ai vu la recherche de rimes dans ses yeux. À un moment, je jouais parce que j'avais qu'un texte à l'époque. Ouais. Donc quand je rappais, au bout d'un moment, ça me faisait chier de rapper le même texte. Donc je décrochais, je jouais à la console. Et lui, il continuait à rapper. Donc, moi, je jouais à l'époque, c'était FIFA. J'avais FIFA 99, un truc comme ça. Je joue. Et à un moment, j'entends qu'il rappe. Je dis, mais attends, comment dans son texte, là, il peut parler de gens qui jouent à la console, tu vois? Ouais. Donc je commence à attendre un peu. Et là, à l'époque, il y avait les nounous, là, ils me rapportent des haricots, tu vois. Et là, il est en train de rapper, et puis il me fait... Et là, je suis avec c'était mon petit nom, Rico. Et là, je suis avec Rico, il est en train de manger des haricots. Et ça, c'est un truc qui s'imprime en moi. J'ai dit, c'est incroyable. Ouais. Genre, on peut faire ça, t'es pas obligé, tu peux faire ça. Et donc, du coup, cet été-là, parce que tout ça, c'est passé en 99, sur un mois et demi, hein. Ah, tu t'es pris des baffes. Sur un mois et demi, j'ai pris tout ça, j'ai trouvé mon blaze et je salue, je l'ai jamais retrouvé, le gars, donc je profite de ça. Ouais. Il s'appelait Gauthier, il venait de la Courneuve. On s'est retrouvés en Côte d'Ivoire. Il était venu en Côte d'Ivoire en vacances, comme par hasard, pour accompagner son pote Loïc, qui vivait au 5e, juste en dessous de chez moi. Moi, j'étais au 6e. Okay. Un jour, on prend l'ascenseur. Je suis avec Gauthier. Hein. Lui, il rappait déjà. Tu vois. On prend l'ascenseur, on est au 0, ça monte. Il dit, ah, mais j'ai vu les Manouza, la Mosa et tout. Toi, tu rappes? Je dis, ouais, bon, je commence et tout. Ah non, mais c'est bien et tout, tata. Mais c'est quoi ton blaze? Première fois de ma vie que j'entends ça. 4e étage. Je dis, comment ça, mon blaze? Non, Eric, Rico. Il dit, non, mais tu rappes. Tous les rappeurs doivent avoir un blaze. 5e étage. Là, les portes s'ouvrent. Il sort, il se retourne, il me regarde. Il faut que tu aies un blaze. Et les portes se referment. C'est un film de ouf. Et je monte au 6e étage. Et là, mes darons sont en train de sortir et tout. Je sais pas, ils allaient au ciné. Je me retrouve tout seul dans la maison. Et je dis, mais il faut que je trouve mon blaze. Il faut que j'ai un blaze. Et à ce moment-là, je regarde MCM. Et il y a un groupe qui passe, un groupe de rock. À l'époque, j'étais très rock parce que je faisais du roller. Donc, je regardais ces sons pour qu'elle allait m'accompagner en ride et tout, tu vois. D'ailleurs, je suis sûr que tous ceux qui ont fait du roller, dédicace à Rafale, Blur 182, là, le soundtrack de FIFA 98, ça a accompagné tout le monde. Tous ceux qui ont skaté, qui ont fait du roller, ils connaissent ce son-là. When I'm feeling heavy metal, tout le monde connaît. Bon, bref. Donc, je cherche le truc et il y a un groupe qui s'appelle Lunk. L-U-2-N-K. D'accord. Un truc norvégien ou scandinave. Et j'aime bien le son parce que je dis, je pourrais prendre ça pour du roller. Et j'aime bien, je regarde, je dis, Lunk, c'est pas mal. Il faut que je retienne là quand je vais retourner en France. Lunk. Mais j'aime bien. Lunk. Et là, je fais, mais l'unique! Je m'appelais l'unique! Après, je dis, mais L-U-N-I-K, ça fait faute d'orthographe. Mais on s'en fout, hein, c'est un truc. C'est voilà, l'unique, c'est ça, l'unique. C'est fort. Et c'est comme ça. Même quand t'as trouvé ton blast, t'étais déjà dans un process de rappeur, finalement. Ouais, tu vois, c'est un truc de fou. Et final, c'est Rajman, donc mon pote Jules, là, dont j'ai trouvé le blast, lui qui m'a dit, chaque fois, je faisais des petites impros, je vannais les gens, je dis, toi, tu es unique, hein. Toi, tu es vraiment unique, hein. Il t'a conforté. Il m'a conforté, j'ai gardé. Déjà, merci pour cette histoire. Merci. Elle est incroyable parce que ça permet de comprendre t'es qui, parce que les références que tu as citées,
elles sont pas du tout en accord avec les références, tu vois, de la majorité des rappeurs français, là. Ouais. Toutes les références que tu as citées. Tu nous as parlé de personnes, de rappeurs. En fait, c'est des locaux que tu connais, que tu as vus, quoi, directement. Donc, tout de suite, tu étais dans le feu de l'action, quoi. T'as même pas eu le droit à une transition, toi. T'es tout de suite dedans. On va faire un fast-forward. Du coup, tu fais ce premier open mic, rappelle-moi le nom de... Sergi, ouais, à la caserne. Ouais, à caserne, tu vois, là, tous ces gens-là. Là, à ce moment-là, t'as kiffé. Qu'est-ce que t'en retires? Tu dis, tu as envie de continuer ou pas du tout? Qu'est-ce que ça te donne envie de faire ou pas? Non, c'est cool parce que dans ce moment-là, je suis dans un film, en fait. Ok. J'insiste sur le côté film parce que quand t'es en Afrique, quand t'es loin et tout ça, tu vois la France à travers les films. D'accord. À travers les séries. C'est comme ça que tu t'identifies. Pour moi, avant, un Français, un Blanc, tu sais, quand j'ai entendu par exemple un Nique ta mère, mais moi j'étais choqué, mais tu peux pas savoir. Ouais. Mais te fous, parce que pour moi, c'était inconcevable. Je dis, mais comment tu peux dire en termes de langue française, c'était pas tes usages. C'est pas, parce que pour moi, un Français, un blanc ou... Ne dis pas ça. C'est Hélène et les garçons. On fait de la musique dans un garage, on a les cheveux courts. Ouais, Pascal, t'arrives, on va voir, Julie. C'est comme ça qu'on parle. T'avais ce prisme-là, toi. Tu vois, et quand j'ai entendu, ouais, ta mère, nique ta... Je dis, mais c'est violent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand je dis... Et c'est la brute qui dit ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois, là, quand dans ce truc open mic, là, et que Manix me dit, ben vas-y, viens, spontané. Je suis dans un film, je suis dans ce côté, tu as le petit qui vient et puis il y a un grand, les gangsters, qui me dit, tu sais quoi, t'es bon, vas-y, come here. Le scénario te plaît? Ça me plaît. Je dis, c'est comme ça vraiment que ça se passe. Et je suis vraiment dans ce délire. Si je joue au basket et que je joue au basket jusqu'à 22h, j'allais forcément croiser à un moment quelqu'un qui allait me dire, viens. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me vois que c'est incroyable. Donc je suis Manix qui m'emmène et puis il a un home studio. Et donc finalement, il me dit, je suis à Hermont, donc je quitte Cergy, je vais à Hermont. C'est pour ça que j'insiste sur le territoire. Ça t'invite beaucoup à voyager, je trouve. À voyager. Ça veut dire que sans le rap, je serais peut-être resté dans ma petite chambre étudiante. Ouais. De 9 mètres carrés, j'aurais fait fac, chambre. Mais là, j'ai l'occasion d'aller à Hermont. J'aurais jamais pensé à aller à Hermont, en fait. Ouais. Là, je vais à Hermont. J'arrive, donc c'est chez lui. Je vivais avec sa meuf. Ouais. Et sa meuf, elle était Babtou à l'époque. Okay. Donc pour moi, c'est un autre film. C'est la première fois que je vais voir en vrai... Non, mais que je vais voir en vrai un Renoir et un Babtou vivre ensemble et avoir une... Ouais. Donc en fait, c'est pour te dire que... Ça part aller de soi, hein, mais... Tu vois, c'est fort ce que tu dis. Dans le rap, en fait... Mon aventure, elle était très intime parce que j'étais à la fois acteur, mais on recule parce que je découvrais des choses. Donc j'étais toujours... Puis tu confrontais tes fantasmes. Voilà, tu vois. Et donc j'avais toujours cette dimension consciente de la chose, tu vois. Je me fais dire, ah ouais, mais c'est comme ça que ça se passe. Et puis t'es dans un truc et puis tu vois qu'on est 15 gars à faire du rap, donc avec tout ce que ça comporte en termes de testostérone, de mecs de quartier, etc. Mais on est chez un gars qui vit avec sa meuf. Et la meuf, elle est toute seule au salon. Et personne à un moment a le tir de dire, tiens, on est chez quelqu'un, donc vas-y, moi je sors et je vais m'asseoir. On calme un peu. Causer avec la meuf. Et donc tu causes et puis ça te donne un autre aperçu. Donc je découvre Sex in the City. Non mais ça paraît con, mais je découvre comment ça s'appelle. Je découvre avec le gars, là, Maeva, là, qui mettait le... C'est quoi ça? Qui mettait le bip là sur le doigt. Koé là. Koé, la méthode Koé, qui pour moi était un truc de ouf parce que ça a été du coup mon algorithme. C'est ce qui me disait qu'est-ce qui était entêté. C'était quoi les références parce que moi je les avais pas. Ok. Donc quand je venais donc en clash pour être drôle, j'ai pas de référence. Tu t'es mis à clasher rapidement ou direct, ouais. Ah bah oui, vu les références que tu avais. Tu vois, direct. Du coup, mais pour arriver au clash français, il me manquait un truc que j'avais pas. Donc c'est par Koé, c'est par la méthode Koé que je rattrapais... Incroyable, donc t'as pu avoir des références en termes de pop, quoi. Bah oui, quand je parle de Mia Fry, par exemple, c'est la méthode Koé, je l'ai vu. Ça veut dire quelque chose. C'est tout, c'est comme ça que j'ai... Tac. Mais du coup, là, de ce premier open mic, tout de suite, t'arrives au bateau phare ou il y a des petites étapes quand même? Il y a des petites étapes. Je suis avec donc mon gars Manix, là, j'apprends à faire du son, je fais des petits open mic par-ci, par-là, tu vois. Dans le coin? Dans le coin. Ouais. Et puis on arrive au bateau phare. Je crois juste avant, je fais le 60 secondes chrono. C'était au Leland. Et j'étais en finale contre Despy Gonzalez. C'était quoi le 60 secondes chrono? C'était un clash. C'était un gars qui avait organisé une soirée clash. Mais là, ça, c'était dans les quelles années, ça? Ça, c'était 2003-2004. J'étais encore à la fac. Mais il y avait beaucoup de... Bah, à Cergy, il y avait ça. D'accord. Il y avait le 60 secondes chrono. Mais c'était... Je sais pas, j'ai l'impression que c'était beaucoup... ça bouillonnait à Cergy, j'ai l'impression. À Cergy, ça a toujours été une ville de culture. D'accord, On a toujours... Cergy... Je sais qu'à chaque fois que des gens venaient, d'ailleurs, arriver à Cergy, ils pétaient un câble en mode... Mais vous avez trop de trucs à faire à Cergy. Non, parce que je te dis ça parce que, tu sais, je viens du 9-1. Il n'y a rien chez vous. Et...
Wesh, t'es trop de spi, là. Je l'aurais pas dit comme ça, mais j'ai compris. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait des événements, mais pas forcément ouverts au public, open mic et tout ça. Et là, je vois que tu m'as parlé déjà pas mal de trucs, tu vois. Bah oui. Non, c'était ça. Et je te dis, le 60 secondes chrono, je crois que le gars s'appelait William. Il avait des tresses. Il avait des tresses comme ça, enfin des tresses avec une barbe, une sorte de métis, machin. Bon, il organise son truc, je suis avec... je te dis, Despi, en finale, on fait 4 rounds. Et Despi, il perd parce qu'il a dit un gros mot. C'était à l'époque où, quand tu clashais, on ne pouvait pas dire de vulgarité, donc carton rouge. Et puis pourquoi ta mère, hein? Voilà, tu vois. Et je gagne, donc c'est comme ça. Donc c'est la première fois que tu gagnes un clash ou... Celui-là, c'était en France, c'était la première. Et c'était particulièrement fier, encore une fois, dans ce délire film. Parce que pour moi, j'étais dans un délire Save the Last Dance, tu vois, ce genre de... Parce que j'ai invité des meufs de ma fac qui étaient là au truc et qui savaient pas que je rappais vraiment, tu vois. Moi, je venais de la fac, j'étais le quinri, parce que j'étais anglophone, bilingue, machin. Donc, tu sais, j'avais ce petit... Les gens projetaient un peu sur moi. Lui, il est quinri, c'est le gars, il est un peu cool. Et donc là, j'invite ces meufs à un clash et je gagne. Donc moi, je suis dans un Save the Last Dance, mon vieux. Les meufs, t'es trop fort. T'es sur ton meilleur jour, là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça. Et puis après, je découvre le bateau phare. Je sais même plus comment tu découvres? Je sais même plus comment je l'ai trouvé parce que je sais que j'ai marché longtemps. Et après, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment là, sur un quai comme ça? Non. Mais comment t'en as entendu parler? Je sais même, franchement, je sais pas. En même temps, ce que je sais, t'en as fait plein de ce que je peux dire, c'est que j'avais entendu parler quand j'entendais parler de Philémon, la première fois que j'ai entendu parler de Philémon, c'était pas en France, c'était en Côte d'Ivoire. Ok. Et il y avait des gars qui me disaient, non, il y a un gars là, il s'appelle Philémon, il a les cheveux jaunes comme ça. Et il est fort, non, il tue, il chante façon. Ah ouais, t'entendais parler de la première fois que j'ai entendu parler de Philémon, c'était en Côte d'Ivoire. On rappelle quand même que Philémon, c'est une figure du bateau phare. C'est pour ça qu'on parle de lui. Et un artiste aussi, hein, évidemment, à part entière. Et, mais on va dire, c'est pas mainstream non plus, quoi. Pas mainstream. Donc c'est ça qui est fort. Et c'est ça qui est fort. Et je t'ai dit, on est au bateau phare. Et je suis en train de causer avec un gars et tout, au bar, tu vois, genre, ouais, ça va et tout, tu vas clasher, tout ça, ouais, aussi, toi aussi. C'était Clash Arena? C'était une soirée, les soirées Clash Arena, machin, là. Je fais, ouais, toi aussi, ouais. Et puis là, t'entends Lex. Et là, sur scène, j'appelle Philémon! Et le gars dit, ouais, c'est à moi. Je dis, quoi? C'est pas Je te jure. Je dis, quoi? T'as pas discuté avec les mecs. Et c'est le gars dont j'entends. Et là, je me suis décomposé, parce qu'en fait, moi, j'avais une image de le mythe, tu vois. Et j'arrive devant lui et tout. Parce qu'après, on m'appelle. On dit, et il se raconte l'unique. Je dis, non. Et je suis démystifié. Et je suis là, je dis, mais j'ai déjà perdu. Quoi qu'il arrive, j'allais perdre parce que j'avais déjà perdu la bataille du monde. Tu vois, et je le regarde. T'étais pas dedans, et je sors mon seul truc que j'avais préparé depuis. Parce que quand j'avais vu la méthode Coué, il y avait Mia Fry qui était passée. Elle avait ses locks là et tout, machin. Et je m'étais dit, quand je l'avais vu, ok, si en battle je tombe sur un mec qui a des locks ou des tresses, il faut que je place Mia Fry, les gens vont comprendre. Donc je lui place son Mia Fry. C'est terminé, il avait l'habitude qu'on lui parle de ses locks, tu vois. Il m'a fini avec amour, tu vois. mais c'était ça, c'est ta première rencontre avec Philémon, c'était directement, tu vois. Et puis après, il y a eu Aladoum. C'est pour ça que je dis, je vous voyais vraiment super-héros. Mais tu les connaissais déjà, ces gens-là? Philémon, je le connaissais de nom. Via tes gars. Je sais même pas comment ils ont fait pour entendre parler de Philémon, parce qu'il n'y avait même pas Internet à l'époque. Toi, en tout cas, tu savais qu'il existait. Je savais qu'il existait. D'accord. Ensuite, je découvre Aladoum après. Ok, au bateau phare. Au bateau phare. Parce que je fais une perf au bateau phare de ouf. Il me semble... Non, c'est pas la... Est-ce que c'est celle contre Gaiden ou un truc comme ça? Ouais, on va en parler. En ce moment, je suis tac. Et donc, je pense que je suis le meilleur. Tu vois, comme on a tous eu. Ouais. Et là, il y a un gars qui s'appelle Aladoum l'étranger qui passe avec sa petite doudoune. Et Alex, donc c'est l'homme à abattre. Donc voilà, vous allez monter à tour de rôle. Et celui qui gagne, il reste sur scène. Celui qui perd, il descend. Et tu gagnes une somme. Tu gagnes une somme Arena Price Money, un truc comme ça. Donc moi, je vois le bonhomme. Tu sais, Aladoum, il était un peu plus, tu vois, je fous et tout. Je dis, c'est maïs. Arnold et Willy. Voilà, je vais le graille. Je le laisse un peu, que ça chauffe. Il gagne le premier, deuxième, troisième. Quatrième. Et là, frérot, je dis, le gars, il est chaud. Cinquième, sixième, non, j'avoue. Mais je lui ai dit en plus. Non, là, j'ai flippé. C'est la première fois de ma life. Parce qu'à un moment, j'ai flippé. Au bout du 7e, 8e qui défonce. T'as dit, bon, vas-y, laisse tomber. Ah non, j'ai flippé en mode 3. Il n'y a personne d'autre. Non, il n'y a personne d'autre. On rappelle le principe, parce que t'as vu, on parle entre nous, mais c'est que, durant ces soirées-là, il y avait une session, du coup, comme tu l'as dit. C'est ça. Il y avait, entre guillemets, l'homme à abattre. Il restait, et tant qu'il restait, sa somme, elle augmentait, quoi. C'est ça. Bon, on n'était pas dans des sommes incroyables à l'époque, mais quand même, c'était suffisamment pour que ça nous fasse kiffer. Et du coup,
on levait la main pour savoir si on voulait passer derrière, tu vois. C'est ça. Et l'unique, non, on n'a plus levé la main. J'ai plus levé la main. Et tu vois, et donc Aladoum, il a toujours eu ce... Limite, après, j'ai écouté ses sons, mais j'ai même plus besoin d'écouter ce qu'il fait, parce que j'ai eu ça me suffit, tu vois. C'est ce jour-là, c'est... Waouh. T'as compris qu'il était. C'est rien, tu vois. J'ai une question là qui me vient à l'esprit. Là, tu squattes le bateau phare, j'ai l'impression que tu y reviens plusieurs fois, parce que voilà, tu commences à... T'as les informations maintenant, tu sais où sont les soirées et tout, et puis tu participes et t'es pas mal aussi. Mais toi, c'est une question un peu chelou. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que t'attends de ça? Tu vas juste pour kiffer? C'est quoi ton mode quand t'es là? Alors, il y a plusieurs modes. Ok. J'aimerais que tu nous parles de ça. J'avais un des modes, parce que quand j'ai commencé, je voulais être le plus jeune rappeur du siècle, sauf que Bow Wow est passé par là. Donc j'ai été obligé de revoir un peu mes ambitions. Et ensuite, j'avais entendu parler du club des 27, tu vois, des gens, des artistes qui partent avant 27. Donc moi, j'avais une mission, c'est avant mes 27, il faut que je sois truc. Et puis voilà, donc je viens aussi, tu vois, d'une famille un peu littéraire aussi, corporate. Donc mon daron, il avait des trucs tracés. Mon daron, pour lui, c'était, ouais, son fils va finir en école de diplomatie. Je vais aller à Boston ou à Washington et tout. Donc pour moi, en fait, j'avais un temps limité pour prouver mon bail, parce qu'après, c'est mort, tu vois. Oui, parce que toi, en fait, tout de suite, le rap, c'était juste un truc pour te faire kiffer, te prouver quelque chose, ce dont tu parles, là, comme des 27, tout ça. Parce qu'après, il y avait une autre route qui te aide, voilà. Et donc, pour moi, c'était... Avant de dériver, il fallait que je réussisse, parce qu'une fois, si ça se fait pas, dès que j'ai la licence, t'es prêt à partir sur l'autre route, ouais. C'est même pas, je suis prêt, on va me faire partir. Tu vois, toi, tu l'as accepté, quoi. Parce que j'aurais plus de raison de rester en France, tu vois. D'accord. Ah, oui. Parce que j'étais venu pour les études. Vraiment. Putain, c'est ça qu'il faut les rappeler. Tu vois. Donc, c'est pour ça que quand on me dit, ouais, mais l'unique, j'ai l'impression qu'il était vénère, qu'il jouait sa vie. Non, je jouais pas ma vie, mais moi, j'étais à fond. T'avais une date de péremption. J'avais une date de péremption, et puis moi, je vivais le film. Waouh, plein des Renois qui viennent de partout. C'est là que je découvre, parce que j'étais en France de 95 à 2000. Mais t'es petit, je suis à l'internat, je fais pas gaffe qu'il y a des départements, qu'il y a des trucs. T'as pas encore cette vision. Donc là, j'apprends la France. Ah, il y a des départements. Ah, tu viens du 9-2, du 9... Ah, moi, je viens du 9-5. Ah, là où je suis, c'est le 9-5. Ah, d'accord. Ça y est, tu t'es bien représenté quelque chose. Tu captes, et puis tu commences à apprendre aussi ton quartier. Dans Cergy. Ah, il y a la Colombie, il y a le Chat-Perché. Et puis les gens du quartier te reconnaissent. Ah, l'unique, avec le son Comté, justement, à chaque fois. Donc ça te... T'as appris la sociologie via le rap. Vraiment, le rap, pour moi, ça a été un truc. Mais c'est marrant parce que t'as dit un truc. Ouais, les gens ils disaient c'était autant. Nous, je te dis, le regard qu'on avait, on fait, ouais, il est énervé et il veut pas faire ami, tu vois. C'est ça, nous, c'est ça qu'on disait toi. Ouais, mais on le voyait, on fait lui, il est énervé mais en fait, c'est étrange parce qu'on respectait ça autant qu'on haïtait ça, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais on disait, ah, il est relou, mais en même temps, on aimait ça, le fait que tu sois énervé et tout ça, parce que t'étais un personnage pour nous, en fait, tu vois. Et c'est marrant que toi, tu te dises, t'étais dans ton film, en fait. Moi, j'étais dans mon film. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est comme ça que j'ai vu le truc aussi. La première fois, il faut y aller, Tu sais, même quand je lui demandais, à chaque fois, je lui demandais, les gars, ah, tu rappes? Ouais, bah vas-y, rappe. Mais vas-y, t'es fou, attends, je vais te faire écouter des... Pour moi, c'était une folie. Non, toi, tu étais dans le défi. Mais tu rap. Ouais. C'est comme pourquoi t'as besoin de me faire écouter? En plus, à l'époque, c'était les MP3, les MD et tout. Moi, je me dis, rap. Je me rappelle Pat Banks. Salut Pat Banks, Patrick Bengama à la fac. On marche. On était sur le parking du Studio B. On allait vers la fac. Il dit, oh, tu rap? Je dis, mais vas-y, rap. Il dit, mais non. Je dis, mais non, mais attends, moi, en Côte d'Ivoire, on dira... Il dit, ouais, non, ici, c'est pas comme ça. D'ailleurs, évite de rapper les trucs de fac, parce que les micros vont être pourris, là, que le son, il n'est jamais là. Donc, si c'est... moi, je savais pas ce truc-là. Je dis, mais de quoi il me parle? Est-ce que... Et c'est aujourd'hui que je comprends. Ouais, non, mais ouais, c'est la question, c'est que, est-ce que finalement, l'état d'esprit que tu as cultivé en Côte d'Ivoire, de live, comment même tu as reçu le truc tout de suite, confrontation directe, est-ce que c'est pas ça que tu as retrouvé dans les open mic quand tu étais en France, au final? Si, carrément. Et je vais même aller plus loin, même depuis que je suis retourné en Côte d'Ivoire, là, donc depuis 4 ans. Ouais. Je dis, j'ai slamé aussi, tu vois, machin, j'ai fait des clashs. Et j'ai toujours été ce mec un peu l'unique, c'est l'interprète. Oh, le mec qui vit son truc, il est à fond. J'ai toujours eu tu vois, c'était peu importe dans tout ce que je faisais, ça ressortait. Et puis là, quand je suis retourné en Côte d'Ivoire, il y a 3-4 ans, et que j'ai assisté à mes premières scènes slam, là, j'ai été humbled, comme on dit, en fait. J'ai dit, en fait, ce que j'ai toujours cru que c'était, voilà, tu vois, ce que j'ai toujours cru que c'était ma spécificité de l'unique,
Mais en fait, c'est une énergie, Van, j'ai pris ça ici, en fait. J'ai rien inventé. Parce que je vois des petits de 18 ans, ils t'interprètent des textes, mais je... Et c'est la culture. Et j'ai dit, c'est de là que je viens, en fait. J'ai rien inventé, je viens de là. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne faisais qu'être toi-même, finalement. Je faisais qu'être moi-même. Et encore, on m'a et je me suis bridé, tu vois, parce que je t'ai dit, moi, j'avais aussi dans mes trucs, j'étais très écrit. Je viens d'un environnement assez lettré, assez machin. Et plein de fois, on me disait, non, mais t'as vu, non. Ouais, tu rappes bien, mais c'est trop bien écrit. Ça, c'est pas du rap, ça. C'est trop écrit. Ouais, t'as vu, le rap, c'est comme ça. Ça, c'est en France qu'on t'a dit. En France, on me disait ça, tu vois, souvent. Et du coup, je dis, ouais. Donc, je vais pas faire le Jay-Z, mais j'ai dû, tu sais, essayer de minorer. Et puis après, c'est pour ça que l'impro a été un refuge aussi, parce que j'avais plus besoin de penser à des thèmes. L'impro, c'est je viens et je dis ce qui se passe en ce moment et on me dit que je suis fort. Ça va. Texte, c'était difficile de faire l'unanimité, surtout quand tu rappais dans le quartier. Tu vas dire quoi des gars de Sergi? Tu vas leur rapper, ouais, Sankara, ils s'en battent les couilles. T'es en train de me dire, tu me dis si j'ai faux ou pas, que l'impro, ça t'a permis finalement plus de t'insérer socialement que tes textes qui étaient trop élaborés par rapport à la masse, en gros. Par rapport à l'environnement où j'étais, c'était par raccord. En tout cas, voilà, par raccord. C'était pas le style de rap qui était kiffé, alors que toi, c'est plutôt toi, ton identité, c'est ta culture. C'est ça. Alors que l'impro, au moins, voilà, t'avais pas ces barrières-là, et c'était direct. C'est ça. Et ça allait avec toi aussi, parce que c'est quelque chose que tu fais. Exactement. C'était bon compromis, finalement. Exactement. Surtout quand t'es à Cergy, où j'avais ce truc paradoxal, c'est qu'avec les sons qu'on teste, avec les trucs, les gens ont toujours eu l'impression que j'étais un gars de Cergy. Que j'allais à l'école. Même il y a des interviews, tu vois, même Black Apart, il dit, ouais, quand on était au collège, mais j'ai jamais été au collège avec Black Apart. Tu vois, des barres. Mais j'ai pas corrigé, parce que pour moi, c'était comme un truc de, putain, je suis tellement dans le truc qu'on pense que... Et ça, limite, ça t'a fait plaisir. Je dis, ça m'a fait plaisir, mais du coup, ça fait que, quand il y a un truc dans la ville et que les rappeurs de la ville doivent rapper, mais moi, j'ai pas vraiment de quartier, en fait, Est-ce que, je dirais même, je sais pas, c'est un gros mot, mais presque, t'es pas légitime, presque. Ouais, mais c'est ça, tu vois, je dis, je vais rapper quoi? Parce que les gens vont dire, ok, c'est un mec des pommiers, parce que oui, parfois je traîne aux pommiers, mais non. Mais c'est un mec de la Colombie, parce qu'on me voit là. Oui, mais non, parce que je vais check Wojtek et on slam ensemble, tu vois. Ouais, mais c'est un mec du Chat-Perché. Ouais, non, parce que j'avais ma chambre étudiante là-bas, mais... D'accord. Tu vois, donc j'ai dormi là, quoi. Voilà, mais après... et j'ai eu ce truc qui fait que, je pense, après je sais pas, mais je pense que j'aurais été vraiment un mec de Cergy depuis l'enfance. Ouais. J'aurais pété un petit peu plus de score. Ouais. Non, mais parce que les gens allaient pouvoir... C'était pas ta route. Tu vois, c'était pas... À la Mike Horny, presque. Et il y a des gens S'il faut citer déjà qu'il faut citer Mike Horny quand on parle de Humble. Moi, quand je découvre Mike Horny, tu sais comment on parle de Mike Horny? C'est des gens qui viennent me chercher. Ah ouais. Lui, il Sergi. On me dit non, il y a un gars qui est venu, on a retrouvé un nouvel artiste dans la compile. C'était la compile de quoi à l'époque? C'était la compile de AGPR, je sais plus comment elle s'appelait. Ok. Et on me dit, ouais, il y a un gars qui est là, ils ont emmené un artiste, il est comme toi, hein. C'est un truc de ouf, il improvise, il n'a pas de texte, il rappe pendant longtemps. Ouais. Et pour moi, c'était impossible. Ouais. C'est ta spécificité. Qui ouais. J'arrive, tout, et je vois ce petit, c'était mon petit à l'époque. Vas-y. Et on rappe pendant 1 heure. Et il a répondu présent. Et les gens viennent autour et tout. Mais les gars, c'était ouf. Ouais. Et on tac, et on est devenu... incroyable. C'est comme ça, tu vois. Ouais, on rappelle aussi Mike Horny. Mike Horny, c'est quand même une figure dans tout ça. On le voit plus, là. Reviens, cousin. Figure des plus titrés du End of the Week. Ouais, exact. Puis en plus, il vient de Cergy. Donc, vous avez collaboré quand même pas mal en ce sens, en tout cas en termes d'impro. Ok, lourd. Donc... voilà, toi, tu as besoin de prouver ce truc-là avant ta date de péremption. C'est ça, j'ai besoin de... en live. De vivre ça. Et puis, j'ai ce truc aussi... Ah, c'est parce que t'es mon gars. Ah, putain, merde. Dis-nous, frère. Ah, c'est mon gars. Je vais te dire un truc, vraiment... Ah, t'es mon gars. Hey, attends. On est ensemble. Non, c'est vrai, écoute bien. C'est même la première fois que je vais le dire à haute voix, donc ça fait bizarre. Quand j'ai eu mon bac... je reviens, parce que j'étais en Éthiopie, j'ai eu mon bac en Éthiopie, j'ai passé les vacances en Côte d'Ivoire et je dois toujours faire 2 semaines en Éthiopie avant de repartir en France. D'accord. Et dans ces 2 semaines-là, je vais repartir en France. Donc il y a 8 Mile qui est sorti et tout. C'est juste, ce sont à dire, je suis le premier battle MC d'Éthiopie, hein, avec les Abesha Phenomenon. Ok. On a fait le premier battle rap, on a été les premiers rap, tu vois. C'est-à-dire que 8 Mile est sorti et il commençait à avoir des battles dans toute la ville à Addis Abeba et tout. Donc je battlais avec des mecs de l'école américaine. En anglais, moi je fais en anglais, français, américain, tout mélangé, tu vois. D'accord. Et
Et donc, tout ça se finit et tout. Et là, je suis dans ces 2 semaines avant d'arriver en France et tout. Et j'ai mon cahier à l'époque, parce que influencé par 8 Mile, Eminem, il fallait raturer. Il fallait ton petit cahier super conquérant. On est dans un film ou pas? On est dans un film ou pas? Donc je suis sur mon lit avec mon super cahier et tout. Et j'écris encore toujours mes trucs. Là. En plus, je me rappelle, mon daron, il avait un livre, ça s'appelait Africa, the Shackled Continents, avec la carte de l'Afrique avec des chaînes qui se brisaient, tu vois, genre l'Afrique continent enchaîné. Donc j'étais en train d'écrire mes trucs. Je vais révolutionner, tu vois. Je vais être le prochain Kofi Annan. Et à un moment, j'ai cette pensée, je me dis, ah, mais je vais arriver en France, là. T'as vu B-Rabbit, tu vois, Eminem et tout, dans son film, avec Future et tout. Et je te jure, c'est un truc de fou. Ça fait la première fois que je dis ça. Mais je me suis dit, je vois la scène, j'ai mon cahier, j'ai dit, il faut que je vive des trucs durs, là, pour que ma plume doit arriver. Je suis pas encore là. Je me suis dit ça 2 semaines avant d'arriver en France. Putain. Et si je savais parce que j'étais... Oh putain, ton vœu est exaucé. J'en ai pris plein le froid, le racisme, tout, t'as j'ai tout pris. J'ai dit, ah ouais. J'espère que t'as bien kiffé. Ah ouais, oh putain. Mais tu vois, c'est... de quoi écrire, là. J'ai toujours été dans... J'étais dans cette... Je te jure, ma vie, c'est un film. Je suis en cours de français. Mon prof, Monsieur Leroy, et ça, c'est une des blessures que j'ai parce qu'il est décédé. Je l'ai pas revu. Juste avant d'aller en sport, il me fait « Ah, Eric, venez, tout. » J'arrive et tous les autres sortent, ils vont se voir et tout. Il me dit « Tiens, là... » Parce qu'à chaque fois qu'on faisait des exercices poésie, moi, je lisais et puis il me faisait passer en dernier, tu connais, honneur au... bon, bref. Et comme j'étais en Éthiopie, j'étais le seul qui parlait avec un accent vraiment français, j'étais pas blanc. Donc, tu sais, quand t'as un prof français, lui, c'est « Oh, Dieu merci. » Trop de particularités. Voilà, merci. Tu vois, je me sens... Bref. Et là, il me donne un livre. Il me fait « Eric, je pense que... J'ai pensé à vous hier soir et tout. Et ça, c'est un livre, vous en avez besoin. » Il me donne un livre, ça s'appelle « Anthologie du slam ». Ok. Frérot, c'est comme ça que t'as découvert le slam? Je suis en première. Et il me donne ça avant d'aller en sport. Et je regarde le bouquin, c'est un gros bouquin comme ça. Je fais « Ah, ok, merci. » Il me dit « Ouais, c'est de la poésie, tout ça va, vos trucs, tu fais vite fait. » Je fais « Ok, machin. » Je calcule pas. Et le soir, je suis chez moi, je dis « Ah, je vais sortir son bouquin. » Et j'ouvre. Je dis « Mais c'est de la poésie. » Je dis « Je crois que je vais faire de la poésie ou... » Bref, et là, je vois le nom d'un slammer avec l'âge. Tu sais, c'était un truc où en haut, il y avait le nom du slammer et l'âge. Et là, je vois tel slammer, 46 ans. Tel slammer, 20 ans. Tel slammer, 60 ans. Ouais. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Et là, du coup, je m'intéresse au texte et je vois que, tu vois, il y a des contractions, des gros mots. Et je dis, c'est quoi cette forme de poésie? On dirait du rap. C'est comme si rap. Waouh. Et j'ai gardé comme ça, mais pas plus. Et en 2006, je reviens d'Angleterre. Je suis à la fac et je vois une affiche session slam. Et je dis, c'est ça le truc. Et c'est comme ça que je rentre au slam. Et donc tu rentres dans cette scène ouverte. Comme ça. Qui est le slam. Scène ouverte, je finis 3e. Est-ce que tu si on doit comparer, est-ce que tu te sens mieux que dans des open mic classiques où ça doit clasher ou est-ce que c'est autre chose? C'est autre chose, mais le slam m'a permis de mettre toutes mes facettes. Me permettait de mettre toutes mes facettes. Ouais. Ce qu'aujourd'hui le battle rap m'a permis, parce qu'il n'y a pas l'instru, il n'y a pas le truc. Je parle du battle rap instru. Voilà, c'est pour ça que je disais, le slam a été pour moi ce que le battle rap est aujourd'hui. C'est un peu la préface du Rap Contenders pour toi, genre. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis, quand on parlait par rapport à Wojtek, j'ai fait cette erreur, entre guillemets, c'est que quand je suis venu au RC1, tout cet acquis, slam, truc a cappella, non, moi je l'ai mis à côté, c'est je veux rapper, tu vois. D'accord. Je sais pas si tu t'es pas laissé berner par l'intitulé Rap Contenders. Rap Contenders. Bah si, tout simplement parce que je faisais du slam, j'avais mes icônes, je m'appelais Urban Griot, et là il y avait rap, donc moi je voulais rapper. Et comme j'étais avec mes icônes, tu vois, Babtou... T'avais un projet? J'avais mon projet, bah oui, eux ils étaient en mode rock, reggae, et donc là, quand je venais au Rap Contenders, c'était mon kiff, je vais parler à des gens qui connaissent. Parce que quand j'ai parlé avec mes icônes au début, ils captaient pas en termes d'énergie. C'est difficile de dire non, mais t'as vu au rap, on a une terme de boucle. Déjà, ils aiment pas les boucles, c'est des musiciens. Non, je peux sur pas, l'évolution. Voilà, il faut l'évolution, machin. Donc quand je venais au Rap Contenders, pour moi, c'était mon quart d'heure de c'est là que tu vas pouvoir exprimer cette facette. Cette facette-là, avant de retourner dans mes trucs. Or que c'est là que j'aurais dû tout mettre dès le début. Mais c'est venu, venu sur le tard. Après, quand j'ai vu Wojtek aussi. T'as pas, l'impression que tu me donnes quand je t'entends parler, c'est que évidemment, tu compartimentais énormément les choses. C'est ça. Alors le slam, le rap, ton projet personnel avec les Icos, le fait d'être griot. En fait, il y avait plein de facettes.
Et peut-être à cette époque, tu avais du mal à toutes les conjuguer. J'avais du mal à toutes les conjuguer, j'avais pas trouvé... Enfin, j'avais le wagon, mais j'avais pas compris que le wagon qui allait relier tout ça, c'était juste la parole. Pour moi, j'étais persuadé que c'était un genre. Est-ce que, genre, tu vas être comédien? Est-ce que tu vas être rappeur? Je pensais que c'était le titre de « Il a réussi quelque chose qui allait permettre de rassembler toutes mes facettes ». J'avais pas compris qu'en fait, non, moi, mon truc, c'était la parole. Et tant que je parle, en fait, ça m'a assez... Mais il y a aussi le fait de comment j'ai grandi. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu arrives en vacances, tu fais 2 semaines en Éthiopie, après tu vas en Côte d'Ivoire, tu fais 1 mois, tu retrouves les cousins, les cousines, après tu dois partir, tout le monde pleure, après t'arrives, tu dois retourner en France, parce que mes parents ils vivaient pas en France, donc j'étais tout seul à l'internat, donc tu dois pleurer encore pour tes parents. Donc à un moment, t'étais obligé, je sais pas si j'ai appris ou naturellement j'ai conditionné. Quand je suis à Abidjan, Quand je suis plus à Abidjan, Abidjan n'existe pas, tu vois. Et c'est pour ça que même parfois les gens me font des reproches, mais quand je suis en Côte d'Ivoire, je calcule pas des gens de pas. C'est pas que je m'en bats les couilles, mais je suis à Abidjan. C'est ton mode. Et quand je suis en France, je vais pas passer 15 000 à échanger avec des gens de Côte d'Ivoire. Je suis ici, je vis ici. Tu vis le truc. Je vis mon truc, Mais c'est marrant parce que je pensais pas que ça allait être aussi profond ce que tu allais dire, parce que moi j'étais vraiment dans un truc artistique, mais finalement les compartiments que tu as fait, c'est pour te protéger quelque part. Mais ça s'est retranscrit sur ton activité artistique à ton bénéfice comme à tes défauts aussi. Exactement. Tu vois, c'est fou. Ces derniers temps, depuis quelques années, je suis vraiment surassumé qui vous êtes. Parce que vous vous rendez pas compte de toute la richesse. Il y a des choses qui attendent d'être découvertes en vous, tu vois. Ouais. C'est que moi, je me suis toujours construit aussi... Putain, le bâtard, il me fait... Je me suis toujours construit un peu en opposition à mon daron. Tu vois, mon daron, c'est diplomate, économiste... Tu sais, mon daron, tu lui parles d'un truc, t'as le temps juste d'aller chercher des biscuits, tu reviens, t'as déjà sorti un dictionnaire avec des annexes. Ouais, tu peux faire ça. Tu vois, tu lui dis, je veux faire un podcast. Ouais, il t'a sorti un bouquin. Alors que toi, tu fais de l'impro. Tu vois, moi, je fais de l'impro. Donc, moi, j'étais vraiment sur, ouais, mon daron, il est... Je sais pas comment t'expliquer, mais je me construisais vraiment en opposition avec mon daron, tu vois. Genre, je suis pas comme mon daron. Lui, il est très machin. Et non, moi, je suis plus free. Non, toi, tu fais Urban Griot, tu fais ça. Moi, je suis tac-tac, tu vois. T'es un artiste. Et à un moment, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai sorti Anakin. Donc, je ramène mon daron à la fin. Ton CD. Mon CD, voilà, mon street album. Donc, mon daron, il me fait une surprise. Il me dit qu'il arrive le lendemain. Oh, putain. Parce qu'à l'époque, moi, je suis stressé, frère. Donc, obligé de trouver, là, viens me défaire ça, rase-les. Bref. Tout ça. Ah, frérot. Faut être propre. Donc, je vois le daron, mais au bout d'un moment, je dis, c'est pas une vie, frère. J'ai laissé pousser. Je dis, c'est pas une vie. Faut que j'assume. Faut que je dise au daron à un moment que. Qui tu es. Parce que mon daron, quand il me parle, tu sais, lui, il vient visiter la fac et lui me parle de la fac. Ah, mais c'est bien. Bah, du projet. Hein, tu vois, du projet, il me dit, mais je vois que vous avez ici un truc, une filière, machin. Ah, mais c'est avec l'Académie de Versailles, mais tu peux aller, ok. Il parle pas du bateau phare. Il parle pas de bateau phare. Si tu peux rester peut-être 2 ans, tu vas aller à Lyon, et puis après de Lyon, tu vas. Tu me fais, j'ai dit, Joe, faut que je dise au daron, là, sinon. Et là, je l'amène à la Fnac. Ah ouais, là, t'es allé à la dure, là. Ah, je l'amène à la Fnac. Je dis, viens, on va à la Fnac, s'il est bon, ouais, il aime les bouquins et tout, donc je vais à la Fnac. Il y a mon CD. Et là, à l'époque, tu vois, il m'a mis bien la Fnac. PLV, c'est Rap Contender, tu vois, c'était bien. C'était juste après Rap Contender. Juste après. T'avais sorti ton truc, c'était en 2011 ou 2012. 2012. Je l'ai vu, moi, ton CD. Donc, je suis là. J'étais fier, hein, franchement. Franchement, merci, bro. C'était fort. Et là, il y a le daron, je dis, c'est maintenant. Je dis au daron, tiens, regarde, il y a mon CD, là. Ouais. Et il se retourne, il regarde. Il dit, attends, ça. J'ai dit, ouais, non, c'est tes chansons qui sont dessus sur le CD et tout ça. J'ai dit, ouais. Il dit, ah bon? Il dit, va et tout. C'était bien présenté, tu vois. Les trucs et tout. Musicast. Il prend et tout. Il dit, ah bon, c'est ton truc, ça, là. Il dit, Il dit, bon, attends, je vais prendre une pour ta maman, pour ton frère, pour ton ça. Il a boosté les ventes. Et là, il a boosté les ventes. Ah, frérot, il me restait plus que 36 000 et quelques CD pour le disque. Mais il a contribué. L'histoire retient qu'il a contribué. Mais ça, c'est fort, quand même. Et ça, en fait, ça, ok, c'est son truc. parce que lui, quand je commençais mes trucs à Abidjan et qu'il me voyait avec mon pote Jules Larajman, une fois, il avait cette phrase, ça, c'est des trucs de jeunes. En gros, ouais, mon fils, là, c'est pendant l'été. Mais un peu comme ça. Et là, il a vraiment vu que c'était mon truc. Donc, il a pris. Et après, il a vraiment écouté. Ouais. Mais ça, on en a parlé quelques années après, tu vois. Qu'il a vraiment écouté. Et dedans, je parlais des trucs, vraiment, mon arrivée, quand je suis revenu, tu vois, le racisme. Livré, quoi. Donc, il a vraiment écouté, tu vois.
Et elle m'a dit, quand tu as écouté, tu as écrit ça, tu étais triste un peu, non? Et tout. Je dis, ouais, et tout, machin. Il a appris sur toi? Ouais, il a appris. J'ai grandi loin d'eux, tu vois. Là, il a vraiment appris. Et du coup, ça nous a... Parce qu'il m'a dit, mais en fait, je vois que t'aimes parler et tout. Mais tu sais, quand tu étais petit, là, j'étais confié parce que moi, putain, lui, il me fait raconter ma life, cet enfoiré. Ah, mais moi, je trouve ça grave intéressant parce que ça explique grave ce qu'on voit, en fait. Tu vois. Je devais naître aux États-Unis. Ok. Je devais naître à LA. C'est pour ça, quand je Battle Disaster qui vient... Bon, bref. C'est complètement fou. Je devais naître à LA. Et quelques semaines avant, mon daron, il a fait une connerie, il a vendu sa caisse. Ouais. Il devait la vendre à des gens qui l'hébergeaient et tout, et il l'a vendu à d'autres. Donc après, il avait honte. Il ne pouvait pas rester et dire, ouais, j'ai vendu la caisse, mais je suis chez vous. Donc, il a dit, et il s'est dit, quoi qu'il arrive, je veux que tous mes enfants naissent en Afrique, donc il faut qu'ils naissent en Afrique. Et donc, je suis allé naître en Afrique. Et quand je suis né, mon daron m'a confié à ma grand-mère en me disant, lui parle pas en français, parle-lui en BT, notre langue, parce que ça va être un enfant de la parole. Et mon daron, ce truc-là, il l'avait oublié. Il avait totalement oublié, on n'en parlait même pas. Ouais. On s'en est rappelé, enfin, il s'en est rappelé il y a 5-6 ans, tu vois, dire, mais voilà, mais je comprends. Ça y est. Que même lui, tout ça explique. Et je t'ai dit, mon daron, c'est bizarre, parce que du coup, je me suis... programmé, en fait. Tu vois, et je me suis dit, la personne auquel je voulais le plus, enfin, le modèle, tu vois, je voulais le plus éloigner. Au final, on a fait exactement la même chose. Au final, t'as suivi son programme. J'ai suivi son programme. On est la même personne, tu vois, je suis dans le truc universitaire, je donne des formations, je fais, tu vois, Est-ce que pour arriver au Rap Contenders, est-ce que c'est bon, tu nous as expliqué que tout au début c'était pas forcément conscient, mais est-ce qu'au fur et à mesure de tes participations, c'est ça que t'as compris, ce truc de parole, ce truc de ça reste du rap, mais il y a le personnage et tout ça, et en tout cas moi c'est ce que maintenant au regard de l'histoire que tu nous racontes, je comprends que tu as assumé qui tu étais au fur et à mesure des battles, tu vois. Bah oui, mais je pense même ce qui a accéléré le bail, parce que j'ai pris... c'est quand j'ai rajouté Griot à l'unique, justement. Parce qu'à un moment, je trouvais que je trouve que ça faisait réducteur. Mais ça, c'est depuis ton projet musical, ça, Griot, non? Avec les musiciens. Urban Griot. C'était pas l'unique Griot, c'était Urban. Donc il y avait toujours Griot, quoi qu'il arrive. Ouais. C'était pas encore l'unique. C'était pas truc. Et quand j'ai mis l'unique Griot, c'était vraiment ce côté où, l'unique, je suis trop limité. Et même moi, tu vois, et ça a rejoint Madiba, parce que les seuls trucs que j'avais comme catalogue, entre guillemets, c'était, allez voir les Clash. Allez voir Rap Contenders. Et les gens, ils tombent. Et puis, en plus, ils tombent sur un truc sur Alpha One. Et Alpha One, tu vois, c'est notre, tu vois, c'est notre gars, tu vois ce que je veux dire. Et dedans, je parle des darons. Donc, c'est même un truc où j'étais pas fier. T'étais pas à l'aise. J'ai même pas pu, tu vois, le battle, l'unique Alpha One, je l'ai pas surpromotionné que ça. Ouais. Alors qu'en fait, c'était celui que j'aurais dû miser, parce qu'Alpha One, c'est devenu le meilleur. Tu vois, parce que j'aurais pu vraiment. Surtout que j'ai pas eu celui avec Nekfeu qui est sorti. Donc, de tous les battles que j'ai. Un jour le voir ou pas? Parce que... c'était possible, mais maintenant il est dans une sauce aussi, donc c'est dur de le ressolliciter par rapport à ce qu'il est. Mais on va truc, tu vois. Mais en fait, Madiba, c'est dans Madiba que j'ai appris le rap. On rappelle. Ah oui, putain, parce qu'on se... Non, t'inquiète, moi je sais, mais c'est important, on n'est pas tout seul, hein, n'oublie pas. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Du coup, tu fais les Rap Contenders, t'assures, tu continues. T'as l'air de kiffer, on passe un peu tous les battles que t'as fait parce qu'il y en a des marquants, tu vois, et des choses qui ont fait grossir ton blaze. C'est un peu la suite logique, finalement, pour toi. Ça t'amène à avoir cette opportunité de Madiba, d'être le narrateur de cette pièce fait autour, alors je dis autour de la vie de Nelson Mandela, parce que c'est pas la vie de Nelson Mandela, c'est vraiment le fond, la toile de fond, on va dire, Nelson Mandela, et toi, t'es casté pour faire le narrateur. Donc, déjà, ça garde ton rôle finalement, mais ça te le confirme, j'ai l'impression, d'après ce que tu es en train de me dire. Ouais, en fait, c'est que... Donc, tu es sur scène, quoi, là. Je suis sur scène. En fait, le truc, c'est que Madiba, ça m'a permis de tuer mon ego de rappeur et d'artiste en général. Pourquoi? C'est-à-dire que quand moi j'arrive dans Madiba, je suis l'unique. L'unique, incroyable talent, Rap Contenders, bateau phare. Tu vois, on est tous quelqu'un dans notre milieu. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils connaissent pas. Tu vois, mais ils connaissent pas. Donc moi, je suis en mode, c'est la consécration, c'est la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que j'arrive dans la prod et ils savent pas bosser avec des rappeurs. C'est pas méchant, mais c'est juste qu'ils ont, tu vois, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Et c'est moi qui écris mes textes rap, donc il y a personne qui va me coacher sur ce que j'ai écrit. Tu vois, il y a déjà, t'es l'auteur des textes. Tu vois, donc le directeur vocal, ça aussi. tu vois, c'est ça. Le directeur, il peut pas me coacher sur comment je vais rapper. C'est moi qui écris. Lui-même, il rappe pas. Donc, ce qui fait que très vite, quand on fait les résidences à Duchot, moi, en fait, sur une journée de 9h à 18h,
Moi, je vais travailler 15 minutes. Ouais. Ouais, l'unique, t'arrives là. Bon, vas-y, tu fais pour avoir la paix. C'est bon, t'es rentré. Ok, ouais, l'intro. C'est vraiment me faire participer pour me faire participer. Ouais. Tu vois, c'est comme ça. Donc, j'ai ce truc au début, je suis super vexé. Parce que t'es pas pris en compte. Ouais, je me dis, mais ils sont pas encore, c'est ça, le rap. Voilà, comme je viens du rap, on ne calcule pas. Ouais, c'est ça, mais là, les autres, là, les Fallon, les Gizon, parce qu'ils ont fait Roi Lion, ils sont dans leur monde. Ils sont dans leur truc, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et je suis un peu frustré, le truc. Sauf que c'était, je crois, on avait 2 semaines de trucs, et qu'au bout d'un moment, comme on me calcule pas, je sais pas, je vais pas dire j'ai eu le déclic, genre je suis intelligent, quoi. Je sais pas comment ça s'est fait. Ouais. Mais je sais qu'à un moment, j'étais à Duchot, je suis assis. Duchot, c'est là où vous répétiez ça. Ouais, okay. C'est ça, vers Roissy, là. D'accord. Et je suis posé, et je sais pas comment c'est venu. Il y a un moment, je me suis dit, je sais pas, c'est même pas un truc d'orgueil ou d'ego, je sais pas comment c'est venu. Mais à un moment, j'étais assis, je les voyais tous bouger, là, personne me calculait, machin. Et je me suis dit, ils savent même pas, mais c'est moi, je vais porter leur show. Je te jure, je me suis dit ça. Ouais. Et dès que je me suis dit ça, je me suis dit, il faut que je connaisse le show par cœur. Ouais. Donc tous les jours quand je venais, même si j'étais là, j'apprenais. Pour maîtriser ton sujet. J'apprenais. Ah, lui, il rentre là. Ah, ok, Fallon, il rentre là. Ah, il y a un changement là. Ok, j'apprends. Ce qui fait que quand on a fait les premières, j'avais même pas besoin forcément d'avoir mes mises, la feuille pour savoir où on est. Et je pouvais même guider, dire, non, tu vas être de l'autre côté. Là. Dès on n'était pas cue sur la réplique, je pouvais l'anticiper, la refaire. Et c'est là que j'ai appris, en fait, je me suis dit, mais dans tous les 100% de rap que je sais faire, là, en fait, il faut que j'accepte que je vais donner que 20%. Et ces 20%, ça suffit largement, c'est ce qu'on me demande. Et tout ce que j'ai envie de rajouter, c'est mon ego, je veux prouver. J'ai envie de dire, Curia, t'as vu Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus l'enjeu maintenant. C'est plus l'enjeu de montrer que je sais rapper. Et j'ai eu une chance, du coup aussi, qui a accompagné ce processus, c'est qu'à la 4e, donc on a fait jeudi, vendredi, samedi, le dimanche, donc à la 4e, au Comédia, bim, pendant le show, je fais une grosse crise d'appendicite. Ok. De ouf. C'est-à-dire, le show se termine, j'attends que le rideau se termine. Dès que le rideau se termine, je commence à vomir partout de la scène jusqu'à dehors. Je remonte, je vomis dans les loges. Tac, tac. Le mari de Francine, à l'époque, pas son âme, Charles, qui était médecin, donc il dit, non, là, c'est les urgences, et j'avais une péritonite aiguë. De ouf. Ouais, chaud. Donc, heureusement que j'ai eu ça sur scène, parce que tu nous connais, ça aurait été ailleurs, je serais jamais allé aux urgences, et ça aurait pu être grave. Donc, bref, je fais ça, sauf que tu as connu un peu la prod, il n'y avait pas de doublure. Mon rôle n'a pas de doublure. Il n'y a pas de doublure. Qui va faire le truc, tu vois, machin. Je me fais opérer, donc c'est le dimanche, je me fais opérer le lundi matin. Ouais. Ma fille naît le mardi soir. Oh, shit. Donc je sors de l'hosto, je sors. J'ai le mercredi un peu pour truc, et il y a le jeudi, il faut jouer. C'est lourd, là. Je referai plus jamais ça. Ouais, non, là, c'est chaud, là. Toi-même, tu sais, je referai plus jamais ça. Mais je me dis, encore une fois, je suis dans mon film. Et ce qu'il faut savoir, je suis très guidé par quand je dis film, c'est que je suis très guidé dans le truc de, tu veux faire quelque chose, mais s'il y a tout ça qui se met en truc, c'est que c'est la voix, tu vois. Donc là, Francine, elle me dit, la productrice que tu connais, ouais, mais écoute, il n'y a pas de doubleur, mais tu sais ce qu'on va faire? Tu vas rester dans les loges, tu vas faire ton rôle au micro comme une voix off. Puis arrive le RAL, il dit, mais t'es malade ou quoi? Mais jamais de la vie, c'est pourri. Ok, on va te mettre sur une chaise. Mais jamais de la vie, c'est pourri. Tu peux marcher, on va te trouver une canne. Et le fait d'avoir une canne, donc en plus, t'es opéré de l'abdomen, donc je pouvais pas pousser, être tant dans l'énergie que ça. Ça m'a permis de... Ah, ok. Dans le rap, je suis pas obligé d'être l'unique à crier sur les gens. Je peux... Tac. Je suis narrateur. C'est pour ça que j'ai insisté quand on disait narrateur, rappeur. Non, narrateur griot. Bim, non, je peux pas rapper Soweto, il faut que je le parle rap, mais je peux pas. Non, c'est pas le but, parce qu'au début c'était vraiment ça. J'ai tombé dans cet écueil de, s'il y a des rappeurs qui viennent me voir, il faut qu'ils voient que il y a un gars qui rappe. Donc toujours prouver. Et en fait, au bout d'un moment, je crois que c'est vraiment au bout de, je vais pas faire le mec, mais au bout de la 10e, la 15e, où j'étais vraiment dans le truc, je commençais à cicatriser, je dit, je pouvais plus ne pas avoir j'ai dit non, je la garde. Je garde parce que ça me donne ce truc, tu vois, le fait de ne pas avoir les deux mains aussi. Je dis, ok, il faut que je fasse autrement. Et ça m'a appris mon métier de rappeur, ça m'a appris notre métier de rappeur, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis. En tout cas, comme toi, tu l'entends. Tu vois ? Et pour qui te correspond à toi. À moi, mais à nous, parce qu'on a ce profil-là aussi, parce qu'on a toujours été mis dans la compétition. Ouais.
Maintenant, en fait, Dandy peut être Dandy sans gagner, sans battre l'unique. Et l'unique peut être l'unique sans battre Dandy ou Aladdin. On est d'accord. Il faut juste les laisser s'exprimer, tu vois. C'est pas un gros écueil dans lequel on est tombé, ça, franchement. C'est un truc de ouf. Ouais. Mais... Même si on a kiffé. Hein. Paradoxal. Mais malgré tout, et c'est ce qu'à chaque fois je m'évertue à dire aux petits, tu vois, aujourd'hui, quand on se croise au RC, là, tous, même tu peux remonter à Hitch, à Dap et tout, on se check comme des gentlemen, comme des OG, frérot. Il n'y a jamais un, t'as parlé de la merde et j'ai un truc en travers ou... Tu vois comment c'est... On sait ce qu'on a vécu. Tu vois, c'est beau. Et je doute qu'il y ait beaucoup d'MC de cette génération Rap Contenders, là, qui dans 10-15 ans pourront se checker avec la fraternité on verra. Que nous, on verra, tu vois. Mais en tout cas, ce truc RC Madiba, ça m'a permis de transformer la passion et le talent tout de suite en compétence. Lourd. Oui, parce que là, c'est ton métier aujourd'hui. Voilà. Et ça, maintenant, c'est à chaque fois, maintenant, quand je vois quelqu'un, parce que j'accompagne aussi les jeunes, je dis, OK, la passion, c'est bien, avoir le truc, c'est bien, mais si t'as pas de disque d'or, si t'as pas de machin, ça va s'effriter. Comment tu monétises ça? Parce que l'artiste est intrinsèquement lié à son succès. Ouais. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, je rappe bien, j'ai pas de disque d'or, mais je rappe bien, et tu vas te programmer? Non. Mais si tu sais transposer ta passion, ton talent en compétence, tu vis ad vitam aeternam. T'es pas obligé de rapper. Peut-être que toi, t'as la vision de « Ah, Dandy, franchement, moi, je rappe pas, je suis pas dans le truc, mais moi, je sais te dire qu'est-ce qui te va bien quand on fait un podcast, comment t'habiller. » Ouais, c'est clair. Tu deviens DA, frère. C'est vrai. Tu développes une Il n'y compétence. a pas que le buteur. Il n'y a pas que être sur scène, de marquer, frère. Là, on approche de la fin. Franchement, il y a énormément de trucs que j'aurais voulu dire. Mais non, il y a faux. Ça va être pour les autres. Ce que tu nous as donné, c'était fort. Mais j'aimerais qu'on termine avec Rap Contenders Côte d'Ivoire. Parce que là, la boucle est vraiment bouclée quelque part par rapport à comment on a commencé. La boucle est bouclée. Comment ça t'a donné l'envie de l'installer en Côte d'Ivoire, donc ton pays, là où tout a commencé pour toi? C'est ça. Quelle sensation ça te fait? Mais de ouf. Quels sont les espoirs que tu mets dans tout ça? Dis-nous tout par rapport à ça. Il faut savoir déjà que tu prends 2003, c'est ça, 2003, 2004, 2005. Ouais. De juillet à fin août, 2003, 2004, 2005, là, tous les MC, toutes les côtés attendaient l'unique. Ok. Parce que je venais et j'étais vraiment dans ce truc petit con. C'est moi, je viens, je m'en fous, ou clash tous, qui rappe, même Manouza, pour te dire, Manouza, mon vieux mec. T'allais tuer ton père. Je les clashais tous. Je les clashais. Je les allume tous. Je les allume. Et là, je me suis retrouvé dans le truc inverse. C'est-à-dire que quand j'arrive en Côte d'Ivoire maintenant l'été et que je commence à rapper, on me coupe. Et toi, tes trucs de français, tu vas parler de shit, de la police et tout, on n'est pas ici. Et là, je me retrouve dans le sens inverse. En fait. Donc, je peux pas rapper les textes que je bosse que t'as bien en France pour venir les défoncer. Mais c'est même pas les mêmes constructions de punchline. De quoi tu parles? T'as des trucs de shit, là, on n'est pas ici, là, c'est pas... Donc, refuge, impro, et puis je taille les gens, clash. La Lunix, c'est comme ça. Et là, je me fais repérer par un gars qui veut faire ça en boîte. Donc, je vais en boîte de nuit. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. À Babi, 2h du matin, DJ Fresh, Money Fresh passe, son âme vient. Bon, les gars, poussez-vous, quittez la piste. Bon, il y a mon gars qui est là, l'unique, le Benguis. Lui dit, clash tout le monde. Si quelqu'un peut le clasher, il se lève. Ou qui se taise à jamais, les petits se lèvent. Moi, je les allume. Je les allume de ouf. Les allume, la boîte, ça. Wow, l'unique. C'était un truc de ouf. Donc tu construisais ton truc là-bas aussi, quoi. Depuis 2003, 2004, 2005. J'avais pas suivi du tout. Tu vois, et donc quand je reviens en Côte d'Ivoire pour m'installer, dès que je parle un peu clash, les gens au début, c'était pas frileux, mais c'est toi, tu es revenu avec tes trucs là encore, tiens, insulter tout le monde. Tu vois, j'ai lâché. Et là, t'étais l'unique de Rap Contenders. Ouais, là, j'étais l'unique aussi, là, donc, les gens suivaient, tu vois. Mais les gens n'avaient pas tilté, vraiment. Parce que j'ai fait 15 ans sans revenir en Côte d'Ivoire après. Après 2005, je suis pas revenu. Donc les gens avaient l'unique rasé. Là, je reviens, j'ai les locks. Donc ils tiltent pas, ils font pas trop. La parole. Voilà, c'est après qu'ils disent c'est le gars qu'on suivait, c'est lui qui est l'unique. Je dis ouais. Et là, il y a les anciens qui disent non, mais l'unique, lui, avant Rap Contenders, il venait 2003, il nous allumait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, je me dis je peux peut-être faire un Rap Contenders. Et puis je croise Chaman Noir, qui a rejoint, je le salue, c'est très important, parce que lui, il était, je crois, à l'époque, il était à Bingerville ou un truc comme ça. D'accord. J'étais à Abidjan. Pour te faire l'équivalent, c'est comme si t'es à Châtelet, t'as un mec qui est à Melun, et qui te dit, Dandy, parce qu'il vient de voir ta story, t'es à Châtelet, s'il te plaît, vas-y, je quitte, je demande à mon boss, je quitte le taf, je viens juste, je te check parce que je suis le Rap Contender. Et quand je vois que le mec a fait ça,
dis, en fait, ils suivent. Donc, et là, je commence à embrayer les RC. Je dis, moi, je veux faire RC Côte d'Ivoire, RC Côte d'Ivoire. Au début, les MC sont un peu frileux. Puis, je suis tombé sur les bons MC. Tu vois, donc Big Up, Dimo, Sanawa, Big IB, Trapo, Chaman Noir. T'es passé vraiment de l'autre côté, par contre, là. Ouais. Gars, trouver, caster les MC. C'est ça. Un autre truc encore, là. Et finalement, comme je dis, c'est... Ouais, la boucle est boucle. Tu transmets, là. Là, je prends plus plaisir à conseiller, mettre des petits battles en place que battle. D'accord. J'ai trouvé, c'est jouissif pour moi. Tu construis quelque chose. Ouais, je kiffe. Et surtout que j'ai le... Là, tu sais, je voyais Dimo et Sanawa, je leur disais, genre, mais vous êtes les pionniers du battle rap en Côte d'Ivoire. C'est vous les premiers, les gars. C'est vous les premiers. Et c'est beau parce que eux, ils s'en rendent pas compte. Mais nous, on n'a pas eu quelqu'un pour nous dire, vous êtes les premiers. On a dû l'apprendre. On dirait, on était les premiers de faire ces open mic comme ça. Tu vois, on l'a appris sur le tas. Ouais. Mais là, j'ai la possibilité de dire à des... Je suis témoin. Exact. Je dis, tu sais pas, mais t'es le premier. Et c'est beau, ça aussi. Et c'est beau. Ouais. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils sont tous les vues. Ouais. Je dis, non, écoute. Attends, il y a l'histoire aussi. Écoute, dans 10 ans, là, on s'en fout, on saura pas combien de vues, combien de streams tu as fait. Ouais. Mais dans 10 ans, ça sera toujours valable. Je suis le premier battle MC a cappella de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est fort. Et t'étais là. Et j'étais là, tu vois. Et donc, c'est dans ce bail-là. Et je t'ai dit, l'énergie, quand on l'a faite, au début, moi, j'étais dubitatif. Tu vois, je dis, oh, les gars, on va partir sur un round, tranquille, je teste. Hein. Ouais. Il n'y aura pas de public, je vais vous filmer 15 fois, on va refaire des prises. Il n'y a pas eu besoin. Oh, les petits ont fait le truc. J'ai dit, quoi? Tu les as inspirés, tu penses, ou pas? Ils te disent ça? Oui, ils me disent. Il y en a que j'ai inspiré, il y en a que je vois, mais il y en a qui... Je vais pas dire qu'ils m'ont inspiré, mais quand je les vois, je dis, mais en fait, ce que je fais, mais si je fais ça... C'est un retour des choses. Tu vois, c'est le truc d'habitude, c'est l'énergie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que s'il y a un MC du RC Côte d'Ivoire qui vient battle au RC France, il y en a plein qui vont dire, oh, il copie l'unique. Mais en fait, non, c'est l'énergie. C'est votre énergie. C'est notre énergie du bail. Donc, fort. Il y a ce truc qui te fait savoir d'où tu viens et de voir que... Parce que c'est le bled, hein. Il y a plein de gars, t'inquiète pas que j'avais des cartes, tu vois, de RC1 incroyables, avec des têtes d'affiche ou machin. Ouais. Il y en a plein qui m'ont dit non. Ah non, vieux, les trucs des clashs. Comme en France, finalement. Ouais, moi, je suis dans ma carrière. Mais qui va juger? Ah non, il y a un gars qui a dit que j'ai perdu. Non. Puis après, on va parler de moi sur... Il y a plein qui... Ouais, mais le RC1, c'était la même chose. Tu vois, c'est la même chose. Ouais. Tu vois, il y en a plein même qui disent à leur manager, là, je suis obligé de la placer. Ah. Je sais. Les MC qui disent à leur manager, va dire au vieux père, là, il me fatiguait, on a fait des raps, là. Maintenant qu'il y a trace, tu as vu les dents, non? Ah, les gars, vous êtes ciblés. Non, mais voilà, tu vois. Et quand au final, j'ai réussi à avoir donc des MC motivés qui connaissaient vraiment l'exercice. La big up à Dimo, Sana, qui connaît vraiment l'exercice. Ouais. La manière dont il a la main dans la poche, la manière dont il construit le truc, il connaît le bail. C'est un truc de ouf. Fort. C'est fort. De ouf. Et puis le point d'exclamation, c'était avec Disaster qui a cimenté tout ça et qui me dit, on boucle le truc là, il va venir battre en Côte d'Ivoire. J'espère que ça va sortir quand on aura publié notre podcast parce que j'ai vraiment envie de le voir, franchement. Je vais pas te mentir que j'étais là, t'as vu, et j'ai eu des frissons en fait en regardant le battant parce que tu vois tout ce que tu expliques, je le savais pas, mais tu me l'as fait ressentir. Tu vois, le fait que ce soit une boucle, le fait que en plus lui aussi tu vois, il nous a un peu signalé sa connotation africaine. C'est ça. Tu vois, et ça aussi, on savait pas trop. On savait pas trop le situer. Le fait que aussi le public soit réceptif. J'avais énormément de doutes, je vais pas mentir. Franchement, c'était... Et que ça marche, parce que vous avez réussi à communiquer quelque chose, parce qu'on voyait que ça sortait. Il y avait deux histoires qui se rencontraient. C'est comme si, tu vois, ton film et son film faisaient un match-up, tu vois. Et on s'est dit, waouh, là, donc, il y a deux gros films ça y est, il y a Schwarzy qui rencontre Rocky, quoi. Et là, on voit ça et on fait, putain, c'est ça le hip-hop. Mais putain, t'as dit Rocky, mais il est trop fort. Il a dit Rocky, mais c'est Rocky. Tu vois, c'est bête de dire ça, mais c'est hip-hop. Quand je te dis, franchement, mon aventure, c'est... Quand je dis c'est un film, je dis pas ça en mode parce que c'est génial, non, mais je dis dans le sens, c'est que même le battle avec Disaster, moi, je suis dans Rocky. Parce que c'est Disaster qui me demande. Incroyable. Et moi, j'avais jamais même pensé à... on rappelle que Disaster, c'est une figure du battle rap. C'est l'icône mondiale, tu vois. Donc, voilà. Quand il dit ça, pour moi, je vois Apollo Creed qui dit, mais moi, ce gars-là, je vais l'affronter à Philadelphie. Tu vois ce que...
Et moi, je suis dans mon petit... Je le vis comme ça. Donc, en fait, c'est pour ça que quand on me parlait de pression, de machin, mais les gens, ils vont pas comprendre. Je dis, mais de quoi tu me parles? T'as gagné. J'ai gagné. Ouais, mais les gens vont pas comprendre. Et encore ce truc-là, on me l'a sorti plusieurs fois. Ça a failli, à un moment, rentrer dans ma tête. Si ce battle-là avait eu lieu 5 ans avant. C'est pour ça que j'insiste quand je dis, sachez qui vous êtes, parce que ça va vous revenir des trucs. Parce que le battle avec Disaster, ça se décide, enfin, on en parle vers juin. Okay. Tu vois, en tant que battle. Et tu sais, dès que je rencontre le gars, c'est fini. Il a mis une petite puce dans le truc, tu vois. Je vais pas commencer à préparer le battle, mais ça vient toujours. Et en fait, quand j'avais des petits trucs qui venaient, je me suis dit, mais putain, ça faisait appel à des souvenirs de moi en Éthiopie ou de films en anglais, tu sais, les titres en anglais. Tu devais le faire. Toutes ces références que j'ai pas pu faire en battle français que j'avais, tu vois. J'ai dit, mais c'est ça, en fait. Et je suis là et je me dis, mais il n'y a plus besoin de gagner, perdre. Et là, j'ai l'occasion de parler au monde, aux Américains. Donc, je m'en fous de... En fait, les gens n'auraient même pu ne pas avoir de réaction. J'étais prêt, moi, dans ma tête. C'est pas eux le public. Et j'ai gagné. Je fais mon film. Tu exprimes ton identité. Voilà. Encore plus, tu vois. Encore plus. Et donc... Bravo, gros. Merci. Putain, merci, il m'a fait parler. Hein. Non, je pensais pas. Je voulais faire le mec un peu réservé. Je suis trop heureux de t'entendre comme ça parce que déjà, j'ai appris énormément de choses. Tu vois, on se dit, on se connaît et tout. Mais là j'ai vraiment appris des choses. Et en plus, ils ont arrêté le marteau-piqueur. T'as vu ça, le respect. Merci à vous. Merci. Il y a toujours un problème de son avec le Nick. Mais non, je suis vraiment heureux du témoignage que t'as fait. Et surtout, pour conclure, ça démontre qu'il y a plein de routes différentes. Tu vois, toi, t'as su trouver la tienne. C'est pour ça que je voulais t'inviter, surtout en tant que chorégraphe de la parole. Aujourd'hui, t'accompagnes même des plus jeunes. On t'a vu notamment à Nouvelle École. J'étais trop content, mon gars. J'ai fait c'est lourd et t'as vraiment bien représenté. Donc, mec, juste merci et continue à être comme tu es et continue à nous inspirer, frérot. Merci beaucoup. Merci. Putain, j'ai parlé aujourd'hui. Super MC, franchement, merci. Non, c'était bien, ça m'a fait du bien, frérot. Ça fait plaisir. Merci la famille, c'était votre bouc d'Andigel pour le Super MC Contest, le podcast. On a archi bien parlé avec mon gars l'unique. N'hésitez pas à le suivre s'il faut parce qu'on n'a même pas pu couvrir toutes les facettes qui le caractérisent. On se retrouve au prochain épisode. Peace la famille.